Bonjour à tous, salam. Aujourd'hui, je vous retrouve sous une autre casquette qui est celle d'éditeur pour une boîte d'édition, une maison d'édition que l'on vient de monter avec un ami, Malik, pour laquelle on vient de sortir notre premier livre, dont je suis l'auteur, La réalité intemporelle du prophète, dont je vous reparlerai également, puisque c'est plus de 10 ans de travail et de recherche et que ça me tient à cœur. Mais pour l'instant, je voulais vous parler de la maison d'édition en tant que telle. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on veut créer une boîte d'édition? Il y a plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a le mécontentement à l'égard de beaucoup de choses qui sont publiées et qui sont de l'anti-islam. On a beaucoup de visions de l'islam qui sont complètement caricaturées et déformées, où les traductions sont très approximatives, le français encore plus. Or, vivant en France aujourd'hui, on a un rôle dans la diffusion de l'islam et son expression. Au moment où on décide de faire une vidéo, au moment où on décide de prendre une plume, un ordinateur et que l'on s'exprime et que ça va devenir public, on a un rôle conscient ou pas, volontaire ou pas, de représentation. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit que on est beaucoup dans le moralisme, on est beaucoup dans le littéralisme, on est beaucoup dans des interprétations puériles, où des fois on nous prend pour des enfants de 5 ans. La qualité des traductions est très moyenne, jusqu'au texte sacré, Coran, Sunna, Hadith, etc. Donc, c'est une première réaction à cet égard. Donc, on va avoir une ligne éditoriale dont je vous reparlerai dans une autre intervention. Mais j'aurais voulu également vous parler du monde de l'édition en tant que chaîne éditoriale. Et là, ce n'est pas ligne, c'est chaîne éditoriale. C'est que pour produire un livre, il y a un auteur. C'est lui le premier maillon de la chaîne. Donc c'est lui qui a l'idée, c'est lui qui va travailler sur un thème qu'il maîtrise en théorie, qui va faire des recherches, qui va faire un livre. De là, il contacte un éditeur. L'éditeur reçoit son travail, il en fait une relecture transversale, savoir s'il va prendre ou pas son bouquin à édition. Pourquoi? Parce qu'éditer un livre, c'est un coût. Derrière l'éditeur, il doit contacter un correcteur. Je dis encore une fois, dans la théorie, car des fois je vois de la formulation des fautes en telle quantité que je me dis, là, il n'y a pas eu de relecture. En théorie, il y a un correcteur. Derrière le correcteur, il y a des allers-retours avec l'auteur, on finalise, et derrière, on va faire appel à un imprimeur. L'imprimeur, lui, va imprimer, c'est un coût. C'est pour ça qu'un éditeur, pour lui, c'est un investissement où il n'aura le retour qu'au bout d'un certain moment, et donc c'est pour ça qu'il ne prend pas tout non plus. Donc on a vu l'imprimeur. Le livre revient, il faut le stocker, c'est un coût. Ensuite, il faut un diffuseur, c'est des commerciaux qui vont présenter le livre dans des librairies, dans des circuits, sur des plateformes, etc. Ensuite, on va avoir le distributeur, c'est-à-dire qu'on a une commande, et là, à ce moment-là, on distribue, c'est le transport, c'est etc. Ensuite, on a la librairie, et en fin de chaîne, le 8e maillon, le dernier, c'est le lecteur. Donc c'est celui qui va aller sur une plateforme ou dans une librairie pour acheter le livre. On a 8 maillons entre la conception d'un livre et le lecteur. Or, dans le circuit conventionnel, habituel, je n'ai pas dit traditionnel, car c'est un mot galvaudé. Donc c'est le circuit conventionnel, habituel, de l'édition française. L'auteur n'a quasi rien, alors que c'est lui qui est à l'origine de tout. Les 8 maillons, c'est lui. S'il n'est pas là, il n'y en a aucun qui travaille. Or, l'auteur, quand il arrive à avoir 5%, c'est déjà très bien. Des fois, il y a même des contrats. Moi, on m'en avait proposé un à l'Harmattan, par exemple.
un travail et eux prennent les 500 premiers ouvrages, c'est pour eux, et à partir du 500e ouvrage, je touchais 5%. Bah, je lui ai dit, excusez-moi, Buana, mais l'esclavage, c'est terminé. Ça a été aboli. Le libraire prend 50%, c'est-à-dire la moitié. Le distributeur, le diffuseur vont prendre à peu près 20%, ça fait 70%. L'éditeur prend sa part, le correcteur, il faut le payer, et l'imprimeur aussi. Donc, au bout de la chaîne, pour l'auteur, il n'y a quasi rien du tout. Or, avec Awaya, c'est aussi un défi qu'on lance, c'est de sortir de ce créneau, c'est de se rendre autonome, c'est de ne pas plier aux diktats du monde de l'édition et d'offrir une reconnaissance notamment à l'auteur. Alors évidemment, on va filtrer, on ne va pas prendre n'importe quoi. On a des projets, il y aura des cahiers des charges et des propositions de livres ou de livres collectifs. Mais par contre, on va trier parce qu'on veut de la qualité. Alors cette qualité, pour nous, elle est déjà dans la rédaction, elle est dans l'idée. Si c'est pour répéter des choses qui existent déjà, ça ne nous intéresse pas. Deux, c'est qu'il y ait de la pensée, quelque chose de novateur, c'est qu'il y ait de l'intelligence, car aujourd'hui, le traitement des textes, c'est une chose, de l'accumulation de textes, c'est une chose, mais ce dont on a besoin, c'est de l'intelligence, c'est de ces textes, j'en tire quoi? Or, on s'apercevra que dans le littéralisme wahhabo-salafi, c'est la stérilité de l'intelligence. On nous a envahis à coups de pétrodollars, de milliards, pour nous rendre idiots. Or, là aussi, on veut dire stop. L'islam, iqara, c'est le premier mot révélé, c'est la religion de l'intelligence. Là où il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'islam. Il n'y a pas de prophète. Afala ta'qiloun, afala tubsiroun, afala tatafakkaroun, etc., etc. La yaqiluha illa ulul albab. Les gens d'intelligence profonde sont les seuls à comprendre. C'est le Coran. Donc on va s'intéresser à cet héritage, on va en reprendre tout un ensemble de facettes théologiques, dogmatiques, jurisprudentielles, mais surtout intellectuelles, donc métaphysiques, initiatiques, pour aller au cœur des données que nous avons et les traiter en profondeur et avec intelligence. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand on les analyse, on doit être capable de les analyser, on doit être capable de les synthétiser, on doit être capable de faire des constats, on doit être capable d'en tirer des conséquences, on doit être capable de les exprimer clairement, on doit être capable de résoudre des contradictions. Et c'est ce que nous ferons. Alors, je ne vous cite pas d'exemple parce qu'il y en aurait tellement qu'on n'en finirait pas, mais pour nous, l'auteur est quand même le cœur de la chose, donc nous avons décidé pour un début d'accorder 20% de droits d'auteur à nos auteurs, de les choyer, de les traiter correctement, puisque c'est eux qui sont le cœur du métier. Sans eux, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de métiers éditoriaux. Donc c'était une première approche pour vous parler un peu d'Awaya, et je reviendrai dans d'autres vidéos sur d'autres facettes de cette maison d'édition toute neuve qui s'appelle Awaya. À très bientôt. Merci beaucoup.